Merci, M. Chalifou. Merci au comité organisateur de m'avoir invité. Son petit commentaire, son jugement, en fait, sur mes compétences relève d'elle-même. Je n'ai rien à voir là-dedans. Mais merci quand même. Ça me fait plaisir. C'est toujours un peu difficile de présenter le dernier parce que les autres ont dit tout ce qu'il y avait à dire. Donc, merci beaucoup. À vous des questions. Ça pourrait être... Mais comme je l'ai préparé, je vais quand même vous le présenter. S'il y a des coquilles orthographiques, elles sont de ma faute, mais aussi de celle de mon épouse parce que c'est elle qui corrige après moi. Ça fait que... C'est pas juste des devoirs, il faut bien avoir des responsabilités. Et puis aussi, bien, on n'a pas de comment ça s'appelle, un petit contrôleur de diapositives. Alors, on se retrouve 30 ans en arrière. Pour les plus âgés ou les plus sages d'entre nous, vous vous souviendrez qu'à l'époque, on faisait une présentation puis on disait « suivante ». Voilà. Alors, il y en a qui s'en souviennent, c'est bien. Donc, Maître Chalifou m'a donné le mandat, comme on parle d'une avocate, bien sûr, des principaux irritants et pistes d'amélioration pour une gestion optimale des régimes des DMA. J'ai fait mon opinion personnelle. J'ai lu un peu. C'est toujours bon de lire un petit peu, hein, M. Trump. Et j'ai téléphoné à des gens que je connais bien, des gens de confiance, des médecins. Je ne suis pas comme le docteur Chouinard. Je n'ai pas fait une enquête de 300 personnes, ce qui est d'ailleurs très bien. Mais j'ai appelé des gens autour de moi, des gens que je sais qui vont me répondre de façon honnête, dont ma petite sœur, qui est omnipraticienne, et dont d'autres amis très chers que j'ai depuis longtemps. Donc, c'est un petit peu mes réflexions ici, plus ce que des gens autour de moi m'en disaient dans les dernières semaines. Suivante. C'est bien, hein? Ça marche automatique. Le constat, ça a été dit, mais je répète tout de même un petit peu. 4 ans après l'adoption de la loi 2 au Québec en juin 2014 et 3 ans après sa promulgation en décembre 2015, le docteur Chouinard, tout à l'heure, a parlé de juin 2016. C'est une petite erreur de sa part, c'est une coquille, c'est pas grave. C'est décembre 2015 au Québec. Juin 2016, c'est la loi fédérale. Et nonobstant la résistance de certains médecins à l'aide médicale à mourir et surtout les embûches de la Commission des soins de fin de vie, et là, je m'adresse directement à Mme Junot, c'est pas de sa faute. L'élément le plus simple de la loi est très peu utilisé, et voire même très peu intégré, ou même ignoré, ce sont les directives médicales anticipées, qui sont en fait les articles 51 à 64 de la loi sur les soins de fin de vie. C'est donc relativement peu d'articles, et c'est le titre 3, les directives médicales anticipées. Suivante. Il y a une statistique, je suis allé chercher quelques éléments de statistiques. Au Québec, ça c'est donc une statistique qui vient de l'Institut de la statistique du Québec. Au 1er juillet 2016, vous voyez la répartition des groupes d'âge. Si on prend les 65 à 74 ans, c'est 10,3 % de la population, on va dire 10 %, et 75 et plus, c'est 7 % de la population. Globalement, retenez le chiffre que ces gens-là font autour d'1,5 million de la population du Québec, donc les 65 ans et plus suivantes. Si on regarde toujours à l'Institut de la statistique du Québec pour comparer avec ce qui est comparable dans ce qui nous a été donné par les éléments sur les directives médicales anticipées, le groupe d'âge de 45 à 64 ans représente 2 300 000 personnes. Et le groupe d'âge de 65 ans et plus, c'est 1,5 million. Donc, globalement, pour la population de 45 ans en montant, on a autour de presque 2 millions de personnes. Ce qui représente tout de même... 4 millions, pardon, merci. Merci, ça suit, hein? C'est bon. On appelle ça un test interactif, ça s'appelle. Puis ça veut dire qu'il n'y a pas de trouble cognitif encore trop tôt. C'est bon. Donc, on est près de 50 % de la population. C'est pas beaucoup. Mon calcul est bon. 28 plus 19, c'est bon. Suivante. Si on regarde le nombre de directives médicales, de formulaires de directives médicales anticipées, retenons les chiffres suivants. De 45 à 64 ans, c'est 0,27 % de la population qui a complété ça. 3 ans après, je vous le rappelle, 3 ans après la promulgation de la loi. Et 1,03 %, on va retenir 1 % de la population des 65 ans et plus, globalement, c'est-à-dire sur une population de 3 800 000, ce qui est quand même énorme comme population, sur 8 300 000 au Québec, et ce qui est extraordinairement faible en ce qui concerne les directives médicales anticipées. Suivante. Plusieurs ont dit ça dépend, ça n'intéresse pas les gens, c'est un problème de comportement. On va regarder 2 petits éléments de comportement individuels et sociétaux.
Depuis 1994, le taux de port de la ceinture de sécurité chez les conducteurs québécois se situe entre 93 et 95 %. Il y a une raison à ça. Il y avait une pénalité, bien sûr, de ne pas porter la ceinture de sécurité. Mais il reste quand même, vous vous souvenez, les plus vieux, les plus sages, pardon, vous vous souvenez qu'il y a eu des campagnes énormes de ceinture de sécurité. Et il y en a encore, d'ailleurs, à chaque début d'été. Mais il y a des campagnes très importantes qui se font. Suivante. Seulement 54 des Québécois âgés de plus de 18 ans affirment avoir fait un testament selon un sondage réalisé par Desjardins. Mais c'est tout de même 54 ans et on parle de gens de 18 ans et plus, ce qui veut dire que fort probablement que les gens plus âgés ont fait plus de testaments, ce qui est normal. Et là, il n'y a pas de pénalité à ne pas faire un testament, sinon avoir de la chicane dans la famille. Mais on n'est plus là, c'est vrai. Mais les gens comprennent que c'est important de faire un testament. Suivante. Quels sont les obstacles a priori? Il y a 3 grands volets. Du côté des patients citoyens, du côté de l'administration ou des grands régimes administratifs et du côté des médecins. Du côté des patients, on nous dit les formulaires sur Internet, c'est un accès limité, c'est difficile. Combien de fois on a entendu ça? Puis pour les personnes âgées, c'est difficile d'aller sur Internet, etc. Bon, c'est vrai, ça peut être vrai. Je dois vous dire d'ailleurs que c'était mon a priori. Parce que je reçois des demandes à l'association, puis comment on fait pour avoir les formulaires, puis moi, je n'ai pas l'Internet, etc. Je me suis dit, ils ne sont pas branchés, puis c'est à cause de ça. Ça peut être un problème. On va y revenir. Est-ce que c'est relié à la pauvreté dans certains quartiers, par exemple? Est-ce que c'est relié à la compréhension de la demande? Est-ce que les gens qui veulent faire des demandes, qui veulent remplir leur formulaire ont des troubles cognitifs? On sait par ailleurs qu'il y a 50 de la population au Québec qui est analphabète fonctionnel. Est-ce que le formulaire est trop complexe? Ça nous a été dit par le Dr Chouinard. Il y a possiblement quelque chose dans ça à vérifier. Mais entre vous et moi, dire si j'ai des problèmes cognitifs quand j'arrive à l'hôpital, si j'ai de la difficulté à comprendre, et si les traitements qu'on me donne ne m'assurent pas une bonne qualité de vie, bien, je ne veux pas avoir de réanimation. C'est difficile d'aller plus simple que ça, me semble-t-il. Est-ce qu'il y a la crainte d'affronter le personnel soignant? Ça, là, pour tous les gens de 70 ans et plus, maintenant, là, le docteur, c'est le Dieu. Bon, pour les neurochirurgiens, ça se comprend. Mais, vous savez ce qu'on dit, un neurochirurgien, quand il rentre dans la salle d'opération le matin à 8 heures, il se brosse les mains. Ben, Daniel est au courant. Et puis, avant de rentrer dans la salle, il dit « Tu peux aller te coucher, je suis là. » Vous l'avez entendu, hein? Bon, c'est bon. Mais il y a la crainte d'affronter le personnel soignant. C'est vrai pour un grand nombre de personnes puis qui ont peur, en plus, qui s'ils disent quelque chose du contraire de leur docteur ou de l'infirmière, bien, le docteur va les laisser tomber. Il y a le tabou de parler de la mort, ça, c'est bien sûr. Il n'y a pas d'incitatif à le faire aussi. Il y a des gens qui se demandent bien à quoi ça peut bien servir. Ça, je dirais que c'est peut-être plutôt autour de 45-50 ans, mais plus on avance, plus on comprend que c'est nécessaire de le faire, mais pas toujours. Ça, là, il n'y a rien de scientifique dans tout ça. Ce sont mes propres réflexions. Il y a probablement d'autres éléments qu'on pourrait venir plaquer ici. Suivante, s'il vous plaît. Du côté des organismes impliqués, est-ce qu'il y a de l'absence d'information qui a été faite de la part des organismes? Est-ce qu'il y a une ignorance de la loi de la part d'un certain nombre d'organismes? Est-ce qu'il y a de l'indifférence vis-à-vis des directives médicales anticipées? On pourrait répondre un peu oui à toutes ces questions. Il n'y a pas d'incitatif à le faire. Il y a de la procrastination de la part de divers organismes, que ce soit le Collège des médecins, que ce soit la Fédération des médecins spécialistes, Fédération des médecins praticiens, Fédération des infirmières, etc. Il n'y a pas d'information ciblée sur les personnes que cela devrait intéresser, par exemple, les résidences de personnes âgées ou encore les CHSLD. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'information continue dans les résidences pour personnes âgées ou les CHSLD? Ce n'est pas forcément la même chose, là. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça de réflexion suivante. Et enfin, du côté des médecins, et ça, c'est des renseignements que j'ai pris de sources, disons, certaines, de la part du directeur de la formation continue à la Fédération de médecins omnipraticiens, qui est le docteur Guimont, qui a très gentiment accepté de me répondre. On en parle très peu dans les colloques. Il y a surtout en gériatrie. Quand on parle de gériatrie, là, ils vont en parler un peu. Mais sinon, c'est tout. Dans les colloques de formation continue des médecins, et il y en a plusieurs, des colloques, ça ne se parle pas.
Il n'y a pas d'information systématique ni répétée continuellement. Vous savez qu'il ne suffit pas de dire à quelqu'un de ne pas traverser quand le feu est rouge. Il faut répéter, répéter, répéter. C'est vrai pour la directive médicale anticipée, c'est vrai pour le port du casque, c'est vrai pour tout ce que vous voulez. Il faut répéter. Les médecins n'en parlent pas à leurs patients. Il y a le temps alloué pour la consultation. J'entendais le docteur Chouinard, je crois, c'est lui, je crois, qui disait que ça prendrait 15 minutes de plus pour parler. Mais avec la productivité barrette, les docteurs omnipraticiens, ils ne peuvent pas prendre 15 minutes. Il faut qu'ils règlent d'abord le problème du patient. Puis quand on est au mois de janvier et que le patient il a 70 ans, juste le temps d'enlever son manteau, ses bottes, le 15 minutes est déjà fait. Il y a un problème ici de temps qui est réel. Il faut aussi bien constater que la rencontre du patient avec son médecin, elle est centrée sur la raison de la consultation. J'ai mal à un an, j'ai mal à un pied, j'ai mal au ventre, j'ai mal ici. Il faut trouver quel est le problème. C'est difficile aussi, comme me disait un autre de mes collègues, si on rencontre un patient pour lui dire, écoute, tes examens démontrent que tu as un cancer du poumon. Au fait, as-tu fait tes directives médicales anticipées? Il y a un petit problème de cohérence dans le message, donc c'est difficile là aussi. Donc, il y a le temps. Et Dr Chouinard a très bien répondu à la question des dollars. Ça, c'est un mythe urbain. Les docteurs ne parlent pas des directives médicales, non pas parce qu'ils ne sont pas payés pour ça. Enfin, il y en a peut-être un ou deux, mais ce n'est pas du tout la raison, là, parce ils sont payés pour leur consultation. C'est beaucoup plus une question de temps. Et là-dessus, la réforme productivité Barrette n'a pas aidé les affaires. Suivante. On va prendre les obstacles, quelques-uns. Pour les patients citoyens, les formulaires sur Internet, l'accès est-il limité aux personnes âgées? Suivante. En fait, si on regarde en ligne, l'évolution du taux de branchement à l'Internet est de 80 chez les patients de 65 ans et plus, et ça, c'est une base de données. Il y a eu beaucoup d'augmentation en 2014 et 2018. Donc, c'est pas vrai que les gens âgés, 65 ans et plus, là, on va mettre une note. J'ai 67, donc c'est pas vrai que les gens de 65 et plus sont pas branchés, sont ignares. D'abord, plusieurs ont plus de temps pour s'intéresser à ça. Et si c'est pas eux-mêmes qui s'y intéressent, il y a un enfant, une fille, un fils, un petit-enfant, un petit-fils qui vient les brancher, puis là, ils passent leur journée là-dessus. Je pense que vous êtes tous au courant de ça. La question qu'on doit d'abord demander, c'est disposez-vous d'une connexion Internet à la maison? S'ils n'en ont pas à la maison, ceux qui sont en résidence, de toute façon, il y en a. Alors, la question de l'accès à l'Internet, à mon avis, est un petit peu surévaluée. À mon avis, c'est une mauvaise explication. Suivante. Il y a un rapport qui a été fait, Vieillir à l'ère numérique, qui vient du Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations. Ça vient d'un sous-ministre qui a inventé ce terme-là, c'est certain. Et les conclusions viennent de cet article, de ce document suivante. Dans cette enquête, on remarque que certains groupes, parmi les aînés, se distinguent dans l'adoption et l'usage du numérique. Il s'agit des mêmes variables, d'ailleurs, qui se démarquent habituellement dans l'ensemble de la population, c'est-à-dire l'âge, l'éducation et le revenu. Et là, il y a quelque chose à faire. Le segment plus jeune des aînés, soit les 65 à 74, sont plus branchés que les autres. Les aînés qui détiennent un diplôme universitaire sont plus branchés que les autres, ça ne nous surprendra pas non plus. Et les aînés dont le revenu familial est supérieur à 80 000, ça ne nous surprend pas non plus, parce que s'ils ont un revenu supérieur à 80 000, c'est parce qu'ils ont déjà eu un emploi probablement qui nécessitait plus d'habileté en informatique depuis une vingtaine d'années. Suivante. Moi, je clique sur le... Merci. La pauvreté. Suivante. Les déterminants de la santé, vous le savez, comprennent un large éventail de facteurs personnels, sociaux et autres. Et ce n'est pas seulement d'être en bonne santé, c'est tous les éléments qui entourent ça. En particulier le revenu et le statut social, l'emploi et les conditions de travail, et aussi l'éducation et la littératie. Tout ça fait donc en sorte que les aînés qui ont un diplôme universitaire, les aînés qui ont un revenu plus élevé, les aînés qui sont moins dans la pauvreté ont plus accès à l'Internet. Mais il reste quand même, ça comporte un bon segment de la population. Il en reste d'autres. Suivante. Les autres déterminants de la santé, c'est les événements vécus pendant l'enfance, l'environnement physique, la biologie, le genre, la culture. Bref, tout un paquet d'éléments sur lesquels on n'a pas vraiment de prise, tout au moins rendu à 65 ans et plus. Même si on dit au gouvernement, faites ceci, faites cela, on n'a pas vraiment de prise là-dessus, sauf, encore une fois, sur la pauvreté, c'est-à-dire le revenu disponible et l'information. Suivante.
D'autres éléments du côté des patients, des obstacles a priori, la compréhension de la demande, un peu de troubles cognitifs, l'alphabétisme fonctionnel, j'en ai dit un petit mot, c'est difficile d'aborder ça autrement qu'en parlant d'information. La crainte d'affronter le personnel soignant et les tabous de parler de la mort, c'est beaucoup une question de culture. Et ça, la culture, ça ne se change pas en un tournement, en tournant sur un 25 sous. Ça prend du temps. Il n'y a pas d'incitatif à le faire. Ça, c'est l'information. Suivante. Du côté des organismes impliqués, les obstacles a priori, est-ce qu'il y a une absence d'information de la part des organismes? Regardons cela. Suivante. Par exemple, le Collège des médecins du Québec. J'ai fait une recherche sur le site du Collège avec mon nom personnel pour avoir accès à ce qui se donne, non pas à mon nom, mais aussi à ce qui se donne dans le public de façon générale. Il y a les directives médicales anticipées suivantes. Voici ce que ça donne. On a, par une recherche Google, on a 7-8 sites au moins qui nous amènent sur le site du Collège, là, sur les directives médicales anticipées. Et on voit que au 11 septembre 2018, il y a déjà eu un autre document qui a été émis sur les soins, sur l'aptitude et le consentement aux soins. Et répétons encore une fois que le consentement aux soins, ça implique aussi le consentement de ne pas avoir de soins. Et ça, ce sont les directives médicales anticipées. Donc, il y a des renseignements sur le site du Collège des médecins public, donc n'importe qui peut y aller. Vous avez juste à cliquer ça, vous arrivez dessus. Et il y a des renseignements qui sont aussi pour les médecins. Maintenant, si tant le public que les médecins n'y vont pas, bien ça, c'est un autre problème. On va y revenir. Suivante. D'autres organismes, le gouvernement et les organismes privés. Et puis moi aussi. Suivante. Organisme à but non lucratif. À but non lucratif, c'est vrai. Alors, si on fait une recherche Google, encore là, directive médicale anticipée, on va tomber sur un certain nombre d'éléments, dont les directives médicales anticipées du gouvernement du Québec, suivante. Et on arrive directement sur ce site-là. Alors, quand on me dit que c'est difficile d'y arriver, j'ai un petit peu de difficulté avec ça parce que on fait juste cliquer, directive médicale anticipée, on arrive directement sur le site et là, on a description, exigence, démarche, extrait du formulaire et on peut commander le formulaire. Comme ça a été dit, on peut commander le formulaire en ligne ou le commander par téléphone. Je ne sais pas si ça a été dit parce que j'ai manqué malheureusement la conférence de Maître Camisano. Merci. J'étais à l'extérieur en entrevue. Et donc, ce qu'il faut savoir, pourquoi est-ce que ça prend un formulaire qui est envoyé par le gouvernement? C'est parce qu'il y a un code barre dessus. C'est vraiment un formulaire spécifique pour chaque personne. Si ça a été dit, je m'excuse, mais c'est jamais mauvais de le répéter. Suivante. La Chambre des notaires, il a déjà été dit, on a entendu tout à l'heure, c'est le vrai qu'il faut faire notarier ça. Non, c'est faux. Vous pouvez le faire si vous voulez, si vous avez plusieurs millions en banque et vous ne voulez pas qu'il y ait trop de problèmes. Ou si vous savez déjà que votre famille est déjà en chicane puis qu'ils ne se parlent pas puis qu'ils attendent juste que vous soyez mort pour vous s'étriper, bien là, c'est peut-être mieux de mettre ça dans les mains d'un notaire. Mais pour la grande majorité des gens, c'est absolument pas nécessaire. Le formulaire du gouvernement est amplement suffisant. Si vous le faites au notarié, c'est très bien. Ce qui est encore mieux, c'est de faire une photocopie, de le donner à votre médecin traitant, en autant qu'il est plus jeune que vous, et puis... Et c'est aussi de le donner à un de vos enfants ou neveu, nièce, ou en tout cas quelqu'un qui vous est cher et qui vous savez qui va vous suivre. Suivante. L'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, vous allez sur notre site et c'est indiqué directement dans ce que l'on doit faire. Vous avez les directives médicales anticipées, ici les mêmes choses. Vous allez sur le site de l'IPS, j'ai cherché, vous avez un onglet qui vous amène aux directives médicales anticipées. Bref, c'est pas compliqué d'aller chercher les directives médicales anticipées. Encore faut-il le savoir, comme disait Yvon Deschamps. Tout le monde connaît ici Yvon Deschamps. Bon, c'est bon. Suivante. Bien, pas la jeune demoiselle qui clique. Oui, aussi? Ah, c'est bon. Ah, mais... Alors, je vois ça cultiver. C'est bon, ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Regardez, directive médicale anticipée de l'Institut de planification des soins. Suivante. Les obstacles, a priori, encore une fois, du côté des médecins, on en parle peu dans les colloques, surtout en gériatrie. Il n'y a pas d'information systématique ni répétée. Suivante. Une mini-enquête non scientifique de ma part, des omnis de mon environnement immédiat. En fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils ont eu 0 formation, ou à peu près pas, sur les directives médicales anticipées. Le Dr Chouinard vous a dit qu'il a demandé à ses collègues. Il y en a plusieurs qui ne savaient même pas ce que ça voulait dire.
Il n'y a pas de rappel qui est fait par les organismes, que ce soit le Collège des médecins du Québec ou la Fédération des omnipraticiens ou la Fédération de médecins spécialistes. Il n'y a pas de rappel qui est fait là-dessus. Ils vont en parler, les médecins à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils vont en parler à leurs patients s'il y a une modification dans leur situation. Par exemple, un patient qui doit quitter son domicile pour rentrer dans un CHSLD ou dans une résidence, ben là, ils vont éventuellement y en parler. Mais malheureusement, ils ne font pas ça avec tous les patients avec des pathologies chroniques bien traitées, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, insuffisance pulmonaire. Le patient commence à avoir des petits troubles cognitifs au début. Il est parfaitement apte à signer ses directives médicales anticipées. Mais les médecins n'en parlent pas, pour les raisons qu'on a données. Ce n'est pas par mauvaise volonté, je peux vous garantir. Ils ne le savent pas, tout simplement. Suivante. Est-ce qu'il y a des solutions ou des pistes? Ça, c'est le mandat de Maître Chalifou. Facile, pas de problème. Surtout qu'elle avait invité Mme Junot, qui, elle, a 3 jours d'expérience au ministère. C'est parfait. Mais elle ne le savait pas. Suivante. Alors, du côté des patients et des citoyens, le formulaire sur l'accès, on en a parlé. La pauvreté, bien, c'est un problème systémique. On ne réglera pas ça ici, là, mais effectivement, c'est une problématique sociétale. Et il y a toujours des gens qui vont être laissés à côté du train sur le quai. Bon, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose, à part faire un vote qui a du bon sens. Mais ça. Suivante. Compréhension de la demande, un peu de troubles cognitifs, l'analphabétisme fonctionnel. En fait, tout ça peut se régler tout de même avec de l'information. On n'est pas obligé de faire des dépliants explicatifs de 20 pages. De l'information simple, ça se fait. Portez votre casque de sécurité parce que l'asphalte a toujours raison sur votre tête. Tu sais, c'est simple comme message, puis ça se comprend bien. Faites votre testament parce que si vous mourrez, vos enfants vont... Parce que quand vous mourrez, vos enfants vont se déchirer. Message simple, on comprend. On peut faire exactement la même chose pour les directives médicales anticipées. Faites vos directives médicales anticipées. Comme ça, le docteur ne vous mettra pas des tubes partout dans les trous que vous avez. C'est simple. Et ça parle. Bon, ça se fait. L'analphabétisme fonctionnel, c'est un petit peu plus difficile parce que là, on dit aux gens, prenez votre formulaire puis lisez-le. C'est vrai que ça peut être compliqué pour un patient. Ça prend de l'accompagnement. Ça prend éventuellement de l'accompagnement de la famille ou peut-être d'un organisme communautaire ou peut-être d'un CLSC. Moi, je pense qu'ici, que les travailleurs sociaux, que les infirmières en CLSC, que les infirmières cliniciennes, que les infirmières pivots dans les hôpitaux, dans différentes pathologies, ont un grand rôle à jouer. C'est pas compliqué. Il faut juste avoir un formulaire ou avoir quelque chose pour dire, au fait, vous avez une maladie qui, vous savez, peut vous amener à avoir des problèmes. Avez-vous pensé à vos directives médicales anticipées? Et on prend 10 minutes pour dire, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Puis comment ça se remplit? Suivante. Crainte d'affronter le personnel soignant, tabou de parler de la mort, mais ça, c'est culturel et malheureusement, on n'y peut rien. Sauf que la nouvelle, pas la nouvelle génération, mais les gens de 65 ans et moins, disons, n'ont plus du tout ce problème-là, de la crainte du personnel soignant. Le tabou de la mort, ça, par contre, ça persiste. Et il y a une seule façon pas de lutter, mais en tout cas, il y a une seule façon d'affronter cela, je dirais, c'est d'en parler, comme vous faites ici. Puis si vous êtes ici, c'est parce que vous le faites ailleurs, dans vos familles. Donc, il faut en parler. S'il y a une chose de certaine dans la vie, c'est la naissance, parce qu'on est là, puis la mort. Entre les deux, il y a les impôts, mais ce n'est pas pour tout le monde. Et il n'y a pas d'incitatif à le faire. Ils ne savent pas à quoi... suivante, non, c'est pas moi, c'est vrai. Suivante, merci, mademoiselle. Donc, pas d'incitatif à le faire, c'est l'information, bien sûr. Encore une fois. Suivante. Du côté des organismes impliqués, est-ce qu'il y a une absence d'information de la part des organismes? Suivante. On a vu tout à l'heure qu'il y a quand même de l'information disponible. Mais la solution, la piste a priori, c'est facile à dire, c'est d'informer, informer, informer, informer. Je voyais que Mme Junot a présenté le plan de communication 2016 au moment de la loi. Et là, vous n'étiez pas là, donc ce n'est pas du tout de votre faute, mais de faire un mois d'information sur une loi comme ça, là, ça m'apparaît un peu léger. J'ai aucune idée combien ça coûte les médias, mais j'imagine qu'avec 1 million de dollars, on peut quand même faire une bonne pub pour un bon petit bout de temps. Et sur un budget de 100 milliards de dollars de la province, sur un budget de quasiment 50 milliards pour la santé, il y a tout de même moyen d'aller chercher, je dirais, 1 million. Et comme on parle toujours en termes économiques, de faire ces directives médicales anticipées, Dr. Chouinard l'a souligné, tous les gens qui s'occupent de ça le soulignent aussi, ça permet d'éviter
beaucoup de surmédicalisation, de surdiagnostic, de surtest et de surtraitement pour une grande proportion de la population. Il y a au-delà de 60 à 70 des frais de santé qui sont effectués dans les 6 derniers mois de la vie des individus. Il faut y penser, ça. Au point de vue sociétal, je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter les gens. C'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à ce que l'on fait comme médecin et à ce que l'on exige aussi comme patient. Il faut réfléchir à ça. Donc, les directives médicales anticipées, ça permet, jusqu'à un certain point, en tout cas, d'aller là. Et c'est de l'information. Et à mon avis, à mon humble avis, Mme Junot, il me reste 3 minutes, 5, je vois. 5, c'est bon, ça arrive. À mon humble avis, c'est pas très complexe. On n'a pas besoin de faire du grand cinéma. Un pamphlet, un feuillet d'informations données dans les bureaux de médecins avec recto verso, comment faire vos directives médicales et à quoi anticiper et à quoi ça sert. Puis le docteur donne ça à tous ses patients avec pathologie chronique, donne ça à tous ses patients de 55 ans et plus ou 65 ans et plus, ou l'infirmière clinicienne va le faire, ou la travailleuse sociale va le faire, ou le mettre directement à l'entrée de la clinique médicale sur le bord du bureau de la secrétaire, etc. Il y a des choses simples à faire. Suivante. Du côté des médecins, sensibiliser. Sensibiliser, ça veut dire informer. Sensibiliser les médecins. Clairement, et moi, je peux vous dire que les médecins à qui j'ai parlé, là, c'est ni des deux de pique, ni des gens qui ne sont pas intéressés par ça. C'est des gens qui ont tous ceux à qui j'ai parlé, au-delà de 35 ans de pratique médicale, en omnipratique. Et ils sont sensibilisés un peu à l'aide médicale à mourir, ils sont sensibilisés à tous les problèmes chroniques. Ils ne sont pas du tout sensibilisés à ça. Et ça, il n'y a pas grand monde qui peut le faire, à part la Fédération des médecins, spécialistes comme omnipraticiens, et à part le Collège des médecins, éventuellement. Mais aussi, bien sûr, le gouvernement. Suivante. L'information au grand public, bien sûr, les médias de masse, l'action gouvernementale. Suivante. L'information médicale FMOQ, FMSQ. À mon avis, l'information sur les DMA devrait être systématique pour les gens de 65 ans et plus, qu'ils soient en santé ou pas. Suivante. À tout le moins, il devrait y avoir sensibilisation pour les 65 ans et plus, quel que soit leur état de santé. Les patients, bien sûr, avec pathologie chronique. Et il faut trouver un moyen pour leur faciliter la tâche, c'est ce que je disais à l'instant même. Suivante, un petit peu plus tôt. Bien sûr, les omnipraticiens, mais il ne faut pas tout leur mettre sur le dos non plus. Les spécialistes ont cette fâcheuse tendance, merci, à mettre ça sur le dos des omnipraticiens. Mais en fait, ça touche aussi beaucoup de spécialités, neurologues, neurochirurgiens, cardiologie, pneumologie, néphrologie. Il y en a énormément de spécialités qui sont touchées par des pathologies chroniques et par le fait qu'ils voient des patients avec de multiples pathologies qui, un jour ou l'autre, finissent par décompenser. Suivante. L'information organisationnelle, ça devrait commencer par l'information dans les CHSLD, les résidences. À la FADOC, notre ami Doris ici, qui m'a envoyé un courriel hier, mais je n'ai pas trouvé d'éléments sur la directive médicale anticipée. Il n'y en a pas, c'est dommage. Ce n'est pas un reproche, c'est une suggestion. On va y revenir. Et dans les CUSSS, je vous raconte une petite anecdote, comme les CIUS. Dans mes fonctions de président, je reçois des téléphones. Et au début de l'été, je reçois un téléphone d'une dame qui se présente. J'ai oublié son nom, puis je l'avais mal entendu, en fait. Puis elle ne me dit pas non plus de quel poste elle occupe. Elle dit comment on fait pour avoir les directives médicales anticipées. Puis là, je remplis le formulaire, puis ça admet la même date que lorsque le formulaire a été mis par le gouvernement en 2016. Là, je ne comprenais pas trop. J'ai dit, madame, avez-vous accès à Internet? Elle dit, oui, oui, je vous appelle de mon bureau. J'ai dit, où ça? Ben, elle dit, à l'hôpital, je ne sais plus lequel, dans un CUSSS. CIUS. Non, elle était responsable des communications au bureau de la direction générale. Elle ignorait complètement c'était quoi le formulaire, comment aller le chercher et pourquoi elle n'était pas capable de le compléter sur l'Internet. On a un problème. Allô, Houston, comme ils disent. Il me reste 1 minute. J'arrive. Suivante. 2 minutes, bon. Au point de vue systémique, c'est l'absolue complexité du DSQ pour les médecins du dossier Santé Québec. Les médecins, le docteur Chouinard vous en a parlé, et c'est ce qu'on m'a confirmé. Pour avoir accès au dossier santé, il faut qu'ils aient une clé USB. On est en 2018. Les clés USB, il n'y a plus grand monde que ça, pour nous autres, quand on amène une conférence ici. Et donc, il faut que le docteur ait sa clé USB, il faut qu'il la branche. Et là, il faut qu'il y ait un mot de passe. Mon collègue, mon ami, me disait, le temps que je m'en aille dans la salle d'attente chercher mon patient ou ma patiente,
son mot de passe est éteint, il faut qu'il recommence. Donc, son mot de passe, il le fait 20, 25, 30 fois par jour. C'est absolument pas convivial. Ça n'a aucun sens. Je comprends qu'il y a la question de la sécurité, mais il y aurait moyen, en 2018, on a juste engagé 2-3 petits gars de la Silicon Valley, ou filles, maintenant juste des filles. Juste à temps. Chou! Ben, surtout qu'ici, il y a pas mal plus de femmes si je veux sortir vivant. Donc, il y a moyen certainement de faire beaucoup mieux que ça. Ça m'apparaît complètement, je m'excuse, Mme Junot, ce n'est pas de votre faute, mais ça m'apparaît complètement obsolète et dérisoire d'avoir une clé USB que le docteur devra brancher. Ma petite sœur, qui est une bonne personne, qui n'est pas la plus ordonnée, mais elle me dit, l'autre jour, je prends ma clé USB, je la mets dans l'ordinateur, j'oublie que j'ai la clé USB, je sors de là, c'est accroché après mon sac à main, arrache la clé USB. Et je suis certain que ce n'est pas la seule. Et là, quand ils n'ont plus leur clé USB, il faut qu'ils appellent le DSP. Le docteur Chouinard vous a dit qu'il n'était pas au courant. Malheureusement, ça arrive. Il faut qu'ils appellent. Là, il faut qu'il y ait un processus avec la RAMQ puis le gouvernement pour changer sa clé USB, changer le mot de passe. C'est infernal. C'est absolument pas convivial. Ça n'a aucun sens. Donc, ma réponse à ça, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ça, ils ont parfaitement compris ça, à l'ère pré-Juno. C'est... Il y a le parc jurassique puis il y a le gouvernement génétique. Suivante. Donc, les solutions systémiques, en fait, ça se résume à un terme, puis je vous le donne, vous le connaissez déjà certainement, KISS. Keep it simple, stupid. Ou keep it simple. Alors, suivante. La réponse, la piste de solution pour moi, là, c'est informer, 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 informer. On pourrait continuer même longtemps. Suivante. Merci beaucoup de votre attention sur ce ciel du bas du fleuve.